Bonjour à tous, nous sommes ravis avec cette joyeuse bande de vous accueillir. 200 millions de critiques, nous sommes à l'Institut du monde arabe et le charme de cette nuit qui tombe sur Paris, magnifique, où se dessine la Tour Eiffel, le Panthéon, Notre-Dame, dans un fond que vous allez deviner. Ma chère Lise-Laure, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Estelle, évidemment, comme d'habitude, puisque vous êtes l'une des plus fréquentes à participer à 200 millions de critiques. Michel Serruti, qui lui représente, vous le savez, la radio-télévision suisse. Bonsoir Michel. Hello Guillaume. Et donc Christian Bégin, qui vient de Télé-Québec et que nous accueillons avec toujours beaucoup de plaisir. Le sommaire, le voici. Un acteur noir est-il un acteur noir ou un acteur? La France, principale productrice de cinéma au sein de l'espace francophone, accorde-t-elle aux acteurs noirs une place à la mesure de leur représentativité au sein de la société? C'est le premier thème. Mécénat et financement participatif sont-ils indispensables en temps de crise pour soutenir l'art? Et surtout, sont-ils des symptômes du désengagement des États dans la culture? Des questions que nous nous poserons tout à l'heure. Troisième débat consacré aux masterclass ou classes de maîtres. Ces rencontres entre créateurs, virtuoses et un public très particulier voulant acquérir ou partager leur savoir sont très en vogue. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Omar Sy déclarait récemment qu'il n'était pas un acteur noir, mais qu'il était un acteur tout court et qu'il n'accepterait pas des rôles uniquement parce qu'il s'agissait de rôles à caractère communautaire. C'est un sujet évidemment sérieux que nous allons aborder et pour y réfléchir tous ensemble, nous allons examiner un cas d'un film qui a beaucoup de succès et qui est un succès mérité, puisqu'il s'agit de Bande de filles, de Céline Sciamma, film qui met à l'affiche pour la première fois dans un film français, une production française, donc 4 héroïnes de la banlieue black. Regardez. Bon, vas-y, toi, je te vois. Tu fais quoi? Tire tout droit, s'il te plaît. Tire tout droit, j'ai pas envie de filer. On va pas débattre. Tire à gauche. Non, il y a un tunnel. Tu vois le tunnel, là, en fait, tu vois? Tu vois le tunnel? Ouais, j'ai compris. Tu tires dedans. Mais je comme ça, t'explique, ça va pas je t'explique un truc. Ouais. Regarde. Mais vas-y, je veux. T'as des yeux? Ouais. Là, il y a quoi? Il y a un chemin. Il y a un chemin. C'est pas un chemin. Là, il y a un chemin. Philippe, commence pas. Là, il y a un chemin. Philippe, commence pas. Donc, si je veux tirer par là, je tire, fin de Eh, je l'ai fait en 15 coups dans le tunnel, tu Dans vas le tirer dans le tunnel? tunnel. Non. Bon, vas-y, s'il Il vous l'a plaît, fait venez. à gauche. S'il vous plaît, elle veut la faire à gauche. C'est quoi son problème? Mais le problème, c'est qu'il y a des règles. Regarde le parcours, s'il te plaît. Il y a le tunnel. elle doit pas tirer Arrête de dedans. me faire mal à la tête, s'il te plaît. J'avoue, elle elle peut peut tirer à gauche, là. Non. Qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? Elle abuse, là. Il y a un tunnel, c'est pas pour rien. Merci. C'est des règles, ils vont pas mettre ça. Eh, il y a des règles, Tu tires dans le tunnel, s'il te plaît. Mais calme-toi. Mais je suis très calme là, ouais. Eh, vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est bon, je vais Mais tirer. vas-y, fais-le. Vas-y, je vais te montrer c'est quoi de jouer au mini-golf. Je vais te montrer c'est quoi. Vas-y, continue. Eh, la tête de ma mère, c'est pas tranquille. T'es sérieux, tu vas pleurer? Elle est sérieuse. T'es sérieuse, tu vas pleurer là? Elle est sérieuse. Non, Philippe, ça se fait même pas ce que t'as. Mais y'a rien, t'es sérieuse, arrête de pleurer. Eh, tout le temps, moi, je dis. Mais c'est bon, arrête de pleurer, arrête de te prendre la tête. Arrête de pleurer. Alors, à partir de ce sujet, de ce bande de filles, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a quand même encore d'énormes difficultés pour des gens qui viennent de communautés minoritaires de s'imposer dans un espace qui est totalement différent? Question-réponse. Commençons par vous, Estelle. Le film, il réussit, alors pas parce qu'il met en avant une bande de filles qui sont d'origine africaine, qui sont françaises mais d'origine africaine. Déjà, c'est un très beau film parce que j'aime, je le reconnais, Céline Sciamma. Je trouve qu'elle a une écriture cinématographique extrêmement intéressante. Là, elle nous entraîne avec des jeunes filles qu'on connaît peu. Moi, j'avoue que je ne vais pas très souvent dans la banlieue, je ne vais pas à la Courneuve, je ne discute pas avec ces jeunes ados. Il y a des scènes vraiment criantes dans le métro où je les ai vécues, ces scènes. Donc, effectivement, moi, ça m'intéresse. Après, elle a vraiment une façon, non pas esthétisante, mais esthétique de filmer les corps, la banlieue, les immeubles. Et je trouve qu'elle a un propos extrêmement intéressant. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un bon film. Après, c'est aussi un choc
culturel, sociétal, de voir 4 petites jeunes filles, 4 ados de couleur noire. Je suis désolée, on en voit très peu dans le cinéma français. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça a posé des questions. Parfois, de temps en temps, moi, je trouve que dans notre société, c'est bien de rappeler qu'on est une société multiculturelle et que le cinéma, qui est un art populaire, doit mettre en avant toutes les cultures, toutes les couleurs de peau. Et autant dans la communauté d'origine maghrébine, ça a vraiment avancé, autant il y a un Omar Sy, mais après Omar Sy... Donc, il a été César du meilleur acteur en 2012. Lise-Laure, d'abord, est-ce que vous avez aimé le film avant qu'on élargisse le sujet? Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment aimé le film. J'ai pas trop compris le rôle de ces 4 filles. Alors, c'est bien, on voit des noirs dans tout le film, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais on voit quand même une banlieue qu'on stigmatise tout le temps. On voit 4 filles qui parlent un français, alors vas-y, c'est moi, alors vas-y, c'est ainsi de suite. Elles ne sont pas vraiment en situation de réussite scolaire, les parents ont des difficultés. Je trouve que c'est quoi, que c'est une sorte de cliché pour moi, par rapport au film pour de moi, Clichy? elle n'invente rien. Jamais n'invente rien. Pour moi, c'est j'aurais aimé voir des filles de banlieue qui réussissent. Ça existe aussi. Donc, mais là, c'est pas du tout. C'est vraiment un film d'apprentissage. Et elle montre que cette jeune fille, je pense que c'est une certaine réalité qu'elle montre. C'est que c'est difficile, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Et malheureusement, c'est plus ça que de travailler bien à l'école. Enfin, je trouve que... Lise-Laure, vous n'êtes visiblement pas d'accord et c'est une bonne chose dans 200 millions de critiques. Non, mais je trouve que ça pose vraiment quand même le problème des Noirs au cinéma en France. Parce qu'on a beau dire, même comme tout à l'heure, vous l'avez dit, comment il s'appelle, Omar Sy, dit que lui n'est pas un acteur noir, mais il est un acteur. Toujours est-il que dans Samba, que je trouve excellent, vraiment j'ai beaucoup aimé Samba en revanche, je trouve quand même qu'il joue le rôle d'un sans-papier. Il n'a jamais été dans cette position. Ses parents sont originaires du Sénégal, de la région de Bakel. Et pour jouer le rôle de ce sans-papier, il a fallu aller dans les foyers à Montreuil, retrouver les anciens, marcher la tête basse. Donc, en fait, le regretté Mousse Diouf, il disait malheureusement, les Noirs, on joue toujours nos propres rôles ou on joue des seconds rôles. Et quand tu joues des seconds rôles, tu ne peux pas être bankable. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression, tous ensemble, maintenant qu'on a parlé de ce film, que justement, il y a un problème de représentation dans un univers blanc des communautés minoritaires? Michel, comment ça se passe en Suisse, en fait? Bon, en Suisse, il n'y a pas véritablement ce problème, parce qu'évidemment, d'abord, il n'y a pas une industrie du cinéma qui est comparable à celle française, donc on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Il y a évidemment des minorités, avec les difficultés qui concernent les minorités, qui sont certainement à peu près les mêmes en Suisse qu'en France, mais voilà, qui n'est pas exemplifié ou qui n'est pas montré via le cinéma. Vous parliez tout à l'heure de Samba, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai aussi beaucoup aimé qu'Omar Sy joue dans un contre-rôle un petit peu, avec des clins d'œil au premier film, mais en même temps aussi c'est le propre d'un acteur que de s'investir dans un rôle qu'il n'a pas forcément connu dans sa vie, donc je trouve, voilà, il n'a pas eu besoin d'avoir été un sans-papier à une époque pour ensuite jouer un sans-papier dans un film. Mais plus globalement, j'ai l'impression, quand on pose la question, j'ai lu, il y a une polémique en France aujourd'hui sur les rôles qui sont donnés aux Noirs. Moi j'avoue que j'ai une attitude où j'en regarde là-dessus qui est peut-être un petit peu plus grave, je ne sais pas comment il faut le dire, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cinéma qui est en cause, c'est la société française. Parce que pour moi, la vision que j'ai du cinéma français, c'est que c'est un cinéma qui est quand même inscrit dans une certaine réalité sociale. Donc, les films qu'on fait veulent refléter une certaine réalité sociale. Alors évidemment que quand il y a Omar Sy qui joue dans Samba, on va demander ça à un black de le faire, on ne va pas demander à Gérard Depardieu de jouer un sans-papier sénégalais, ça n'a aucun sens. Mais la réalité, par contre, oui, ça c'est vrai. Pour moi, j'ai quand même l'impression que cette problématique-là, elle est exemplaire de la difficulté des Noirs d'une manière générale. Il y a aussi qui réussissent, mais des Noirs dans la société française en général. Mais le problème se pose aussi chez nous, un peu, ça a été soulevé particulièrement en télévision. On s'est dit, bon, il n'y a pas beaucoup de représentativité des Noirs ou des communautés culturelles. En même temps, nous, c'est très particulier parce qu'on vit dans un vaste territoire. C'est vraiment énorme, le Québec. Et il y a la moitié de la population qui est concentrée dans des milieux urbains. Et c'est là que vivent les communautés culturelles. Mais si on sort de Montréal, si on s'en va à Kamouraska, chez moi, vous allez venir bientôt, bien sûr, on ne les retrouve pas. Il n'y en a pas beaucoup. Les communautés culturelles vivent vraiment en milieu urbain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une télévision urbaine qui représente juste l'urbanité? On est toujours pris dans cette espèce de deux réalités-là. La question s'est posée, on n'a pas répondu à ça encore. Il y a certains auteurs, Fabienne Larouche, qui fait beaucoup de téléromans et de séries de fiction à Radio-Canada, entre autres, qui se fait le devoir d'essayer d'inclure de plus en plus de communautés culturelles à l'écran. En même temps, je me questionne toujours sur comment ça se fait qu'on se met dans une position où on doit se forcer à
C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on est rendu dans un monde où on doit réfléchir comment ça se fait qu'ils ne sont pas là, alors qu'ils vivent avec nous, qu'ils sont intégrés, qu'ils vivent... Alors, moi, je suis d'accord que c'est un débat qui dépasse la télévision ou le cinéma. C'est le rapport à l'autre, en fait, et c'est comment on vit avec l'autre et comment on le fait, comment il devient partie prenante de notre réalité. Mais c'est là où je trouve que le cinéma peut avoir un rôle et heureusement, ça avance parce que Samy Bouajila, j'y pensais, il joue dans Les Témoins de Téchiné et il joue pas à quelqu'un d'origine arabe. C'est pas le souci. Son personnage, pourrait s'appeler, je ne sais même plus comment il s'appelle, il doit s'appeler Stéphane. Et Durand peut-être. Ou Durand ou Martin. C'est plus le problème. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on arrive à un moment. Alors c'est peut-être une vision idyllique de la société, mais au moins on est arrivé à ça. C'est déjà ça. Enfin, cela dit, on se disait qu'au Québec, je parlais avec un agent de casting qui me disait, on a des difficultés aussi à bâtir des familles. C'est niaiseux, mais en fiction, c'est nouveau, hein, ceux qui vont s'inscrire dans les écoles de théâtre, qui viennent des communautés culturelles, c'est un phénomène nouveau. Avant, ça n'existait pas. C'était comme des... Je rappelle, Christian, à tous ceux qui nous regardent, que vous êtes majoritairement dans votre activité acteur. Donc un Moi, je suis comédien d'abord et avant tout, oui. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Alors, je suis confronté à cette réalité-là. Mais admettons qu'on veut donner un premier rôle à une personne noire dans un téléroman quelconque ou dans une fiction et qu'on doit lui bâtir donc une histoire comme auteur et avec sa famille, ses cousins, tout ça. C'est fou, mais il n'y a pas le bassin pour reproduire ou pour soutenir ça encore, parce que c'est un phénomène très nouveau que, comme je disais tantôt, que les écoles de théâtre accueillent des communautés culturelles, c'est-à-dire que même que des jeunes se présentent dans les auditions et tout ça, c'est nouveau. Alors, il y a quelque chose qui s'invente. On revient en problème sociétal. C'est ça, exactement. Oui, mais je veux rebondir sur ce qu'a dit Michel tout à l'heure, quand tu parlais tout à l'heure d'Alexandre Dumas, interprété par Gérard Depardieu. Il y a eu quand même 2 journalistes, Serge Billet et Emmanuel Goujon, qui ont dit le cinéma français a blanchi Dumas. Pourquoi faire jouer Dumas au lieu de le faire jouer par un métis, le faire jouer par Gérard Depardieu. Vous connaissez la réponse. Il est bankable. Bah, évidemment. Mais peut-être qu'aujourd'hui, par exemple... Je ne veux pas dire que c'est bien, mais la réponse, on la connaît. On pourrait prendre Omar Sy, peut-être aujourd'hui. Peut-être. Oui, peut-être que s'il fallait le refaire, voilà, aujourd'hui... Omar Sy est peut-être, on va dire, on dirait encore que Omar Sy est peut-être trop noir, mais il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a une comédienne antillaise qui joue à la Manufacture des Abbesses, Souria Adel, qui dit il faudrait imposer en France des quotas. Comme on est imposé aux États-Unis, parce qu'elle dit, moi, pour jouer aujourd'hui le rôle d'une descendante d'esclaves, il faut que je m'autoproduise. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, sinon, je suis cantonnée toujours à des petits rôles. Voilà, et moi, quand j'ai rencontré tous les acteurs qui jouaient dans Les Nègres de Jeunet, qui étaient mis en scène par Bob Wilson, oui, il y a des acteurs et des actrices qui m'ont dit enfin, on peut jouer, parce que sur un plateau, voir autant d'acteurs à la couleur noire, on n'en voit pas. Et David Bobet, un jeune metteur en scène, m'a dit, moi, j'en ai marre du théâtre fait avec des vieux blancs, pour des vieux blancs, fait par des blancs. Et je pense qu'il y a quand même une... Je ne sais pas pourquoi elle me regarde quand elle parle des vieux blancs, et d'un coup, je me dis... Non, mais étant moi-même... vieux blanc, reviens. Blanche, pas très jeune, mais on sent qu'il y a vraiment une... Dans le doublage, il y a une évolution. Et aujourd'hui, il y a même des comédiens noirs qui doublent des acteurs blancs. Ce qui semblerait tout à fait logique. Voilà, ce qui est logique. Et il n'y a pas là-dedans moins de discrimination que dans le cinéma. Continuons. Tout a été dit. Oui. Non, oui, Michel, allez-y. Non, mais par rapport à la discussion qu'on avait aussi, un des arguments qui est mis en avant souvent pour donner de meilleurs rôles aux Blacks en France... Au départ, c'est un problème d'auteur aussi. C'est un problème de texte et d'auteur, effectivement, évidemment. aussi. Oui. Parce que quand vous parlez des Nègres de Jeunet, il y a une certaine forme de logique. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui écrit un texte... Non, mais les auteurs... Si les auteurs... En même temps, oui et non, parce que si j'écris une fiction, moi, dans laquelle il y a, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, il y a un médecin, cardiologue... Alors, ça, vous avez raison. Tout à coup, ça peut être joué autant par moi que par n'importe qui, en fait. Alors, c'est pas seulement un problème d'auteur, parce que l'auteur, quand il écrit un personnage, il écrit pas pour une couleur de personne. Mais parce que peut-être qu'il y a un manque de curiosité. Lise-Laure a parlé d'une pièce, En attendant Godot, qui est interprétée par des comédiens africains. C'est excellent. La pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, jouée par Bouhiri et Fargas Assandé, qui est aux Francophonies de Limoges. Et là, le Beckett était joué par... Et tout le monde trouvait ça normal quand on leur a demandé qu'est-ce qui représente pour vous Godot. Mais Godot, c'est les attentes. C'est la France, c'est la démocratie. Et tout le monde. Tous les auteurs. Parce que là, on est dans une pièce qui est universaliste. C'est un thème qui est universaliste. Le problème est souvent au niveau du répertoire. Encore une fois, je me répète un tout petit peu, et puis je ne sais pas si c'est pertinent ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que le cinéma français il est quand même ancré dans une certaine représentation sociale.
Souvent, quand on parle de Besson, Besson il fait du cinéma qui est justement plus français, il fait du cinéma américain parce qu'on est de Il va la chercher grande Morgan production. Freeman quand même. Mais oui, mais pour faire un grand Enfin, il va chercheur. se- C'est Morgan mais c'est Freeman pas qui est doublé ancré. au cinéma par un Et ça n'est- comédien, un réalisateur camerounais, Daniel Cameron. Et ça n'est pas ancré dans la réalité. Alors si on veut faire des films qui sont ancrés dans la réalité, ou en tout cas une sorte de réalité sociale, eh bon, on va essayer de la reproduire à l'identique. Par conséquent, le problème, il va au-delà de ce qu'on voit à l'écran, il va à la source d'inspiration, qui est la société dans laquelle Mais on je fait pense des que écrans. c'est aussi un S'il y avait manque de curiosité, mais c'est un manque de curiosité aussi des réalisateurs, des metteurs en scène qui travaillent dans les mêmes cercles et peut-être qu'ils ne vont pas aussi à la Mais recherche. je sais Peter pas, on Brook parle- qui travaille avec Sotigui Kouyaté, il l'a mis en avant parce que c'est un immense acteur et peut-être que Peter Brook il est plus ouvert sur le monde que d'autres qui sont plus parisiens et qui préfèrent prendre les acteurs comédiens avec qui ils travaillent tout le temps et qui n'ont pas la curiosité d'aller cercle chercher fermé. d'autres. Oui, moi je pense que c'est un cercle fermé, c'est surtout ça le problème, c'est un peu fermé, il faut un peu s'ouvrir. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un monde hypocrite où finalement Omar Sy va se retrouver à jouer un infirmier, intouchable, puis un sans-papier, sans bas, et après il va jouer quoi? Donc si on ne lui propose pas de rôle, il faut qu'il parte. Mais c'est exactement j'espère ce qu'on qui est va arrivé pour les acteurs noirs anglais qui ont dit, ceux qui ont joué dans 12 ans esclaves, ils sont tous partis, ils ont dit nous on part ça. tous aux États-Unis parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de rôle pour nous. Les séries ne nous utilisent pas. Chiwetel et Ejiofor, qui jouent dans 12 Years, 12 ans esclaves, lui a dit bon, je pars. Si c'est passé la même chose. Voilà. Mais c'est un auteur, Steve McQueen, noir. Voilà. On commence avec un tweet de Sabrina qui commente le film de Céline Sciamma dont on vient de parler, Bande de filles. Il renvoie un article du site d'information Slate, excellent site, parlant de l'absence de représentation des femmes noires dans le cinéma français. Le deuxième tweet émane de Mojojo qui soulève une question plus vaste que celle des acteurs. Il écrit en France, le problème des films sur les Noirs et les Arabes, c'est qu'ils ne sont pas faits par des Noirs et des Arabes. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Bouchareb, Rachid Bouchareb, pour sa Abdelaziz Dizel, Kechiche, enfin vraiment. Et pour finir, un tweet de Kenji Harima. Il liste quelques acteurs, Omar Sy, Absatoussi, Dawala, Katusha Niamé, Mohamed Dia et Malak Mine Kone et conclut qui a dit que les acteurs noirs ne pouvaient pas réussir en France. Vous utilisez abondamment le site internet de TV5 Monde pour participer à cette conversation car nous sommes ravis de vous accueillir. Ma chère Lise Laure, merci. Merci. On se retrouve bientôt. Nous allons parler maintenant de mécénat et du financement participatif. Est-ce que ce sont les bonnes méthodes pour sauver la culture, puisqu'il y a de moins en moins d'argent de l'État un peu partout dans le monde et dans l'espace francophone? C'est ce que nous allons donc évoquer après le sujet que voici, qui est un sujet, j'enlève mes lunettes, de TV5 Monde. Ils sont là pour changer le quotidien, apporter un peu d'art dans ce monde des affaires. Tous les 3 mois, l'équipe de Renting Art installe des œuvres dans ce cabinet d'avocats. De la salle de réunion à la cafétéria, aucun mur n'est oublié. C'est un lieu d'échange comme un autre. Nous, dans notre métier, on passe plus de temps au travail que chez soi, donc pourquoi pas apporter l'art là où on passe le plus clair de notre temps. Éric Lévy a créé Renting Art il y a 10 ans. Sa société loue des œuvres d'art contemporains aux entreprises. Un service clé en main, les charges d'exploitation sont déductibles. L'État se désengage de plus en plus de l'art contemporain et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver des relais. On voulait proposer autre chose que du mécénat, qui est quelque chose d'assez lourd en général, assez financièrement assez important. Et on voulait vraiment avoir quelque chose d'alternatif qui permette finalement aux entreprises de rentrer dans la boucle de l'art contemporain sans prendre trop de risques. Pour le budget, comptez entre 1 000 et 20 000 euros par mois. Tout dépend du nombre d'œuvres exposées. Les artistes sont rémunérés selon leur cote. Nathalie Rothkopf fait partie de l'aventure depuis le début. Elle a accepté pour se faire connaître, pour vendre ses toiles, mais pas seulement. Il y a aussi ce sentiment de participer à la société, d'être avec la société, ce qui est très important pour un artiste parce qu'on a un travail très seul, très isolé. Parfois, il suffit d'un smartphone pour que les deux mondes s'imbriquent. Les flashcodes créés par Franck Dupuis donnent accès à des vidéos sur le bonheur. Les avocats de ce cabinet se sont laissés tenter. Mon instant de bonheur, c'est rue des Beaux-Arts, dans l'hôtel d'Oscar Wilde, avec L'être aimé. Après tout, Jeff Koons était courtier avant de devenir un pape de l'art contemporain. Le sujet fondamental qui nous est posé aux États et donc à nous, visiteurs de musées et d'expositions, c'est de savoir si l'État peut encore faire son travail auprès du Louvre, auprès du Centre Pompidou, auprès des grands musées qui existent en Belgique, au Québec, en Suisse ou ailleurs, ou si ce sont maintenant, dorénavant, comme un peu c'est le système américain, il faut bien dire, les fonds d'action et le mécénat qui créent ou qui financent l'essentiel de l'activité culturelle. Commençons par vous, parce qu'il y a beaucoup de fondations en Suisse.
Oui, mais alors je ne sais pas si je suis le bon exemple, pour la bonne et simple raison que paradoxalement, la Suisse fonctionne encore passablement avec une aide étatique au niveau culturel. Effectivement, il y a du mécénat, effectivement, il y a beaucoup de fondations en Suisse. Gianada, Baylor. Oui, oui, alors voilà, ça c'est des grandes fondations qui ont leur propre galerie et puis qui sont capables de mettre sur pied des expositions, de tirer des artistes, enfin bref, d'attirer et du public également. Mais fondamentalement, l'art au niveau vraiment de la création, il est passablement aidé, subventionné par l'Office fédéral de la culture et par Pro Helvetia, qui est une fondation, elle aussi, mais qui est dépendante de cet office, et les deux allouent des fonds. On en avait parlé dans une émission précédente, il y a aussi au niveau local les villes et les cantons en Suisse qui sont aussi très proches des artistes et puis qui les aident. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, alors c'est plus que la mixité. Aujourd'hui, il y a encore une prépondérance étatique au niveau de la subvention culturelle de manière générale. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus maintenant de privés. Il y a l'exemple du prochain musée du côté de Lausanne, le musée des Beaux-Arts, qui est financé en partie par le privé et en partie par le public, à peu près moitié-moitié. C'est une première. Ça n'est jamais arrivé encore à ma connaissance en Suisse. Donc on sent qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place parce que les collectivités publiques, vous le disiez, ont moins d'argent. Mais fondamentalement, il n'y a pas aujourd'hui une prépondérance. Et puis surtout, il y a une grande opacité. On ne sait pas très bien qui paie, comment ça se passe, parce que les donateurs veulent rester secrets. Les mécènes voilà, dans leur définition, ne souhaitent pas se mettre en avant, parce qu'a priori, ils n'attendent rien en retour. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. On sait qu'il y a une implication, notamment au niveau des achats d'œuvres, mais voilà, la Suisse, pour l'instant, a encore une politique culturelle au niveau étatique. Je vais donner un exemple historique. Les Mellon, dont on vient de vendre, la famille Mellon, donc aux États-Unis, dont on vient de vendre 2 Rothko dans une grande vente publique, ils ont donné, dans la succession, 900 œuvres à la National Library de Washington, 900 œuvres considérables avec les plus grands artistes du monde. Donc ça, c'est un peu le système américain. Quand vous entrez dans une salle, au MoMA à New York, vous avez la salle Rockefeller. En France, pour l'instant, on est dans le stade de l'aide. Comment ça se passe en Belgique? Mais l'évolution est un peu la même. Et je pense, sans être défaitiste, qu'elle est inéluctable, parce que ça arrange un peu tout le monde. Ça arrange l'État qui ne peut plus investir et donc trouve là un moyen de pallier quand même à ses difficultés. Et puis, ça arrange aussi les entreprises qui peuvent s'offrir une sorte... non seulement d'avantage fiscal, ça dépend des règlements dans les différents pays, mais aussi se donner une visibilité, une crédibilité, une autre image, etc. C'est pas très neuf, hein. On a vu déjà il y a des années de grandes sociétés... Il y a des gens qui hurlent. Hein. Vous avez les crades conservateurs, vous avez les historiens d'art comme Jean Clair, par exemple. Mais c'est-à-dire que le problème... L'ancien patron du musée Picasso qui déteste cette évolution du monde. Le problème, c'est... du mécénat ou du sponsor? Alors... Mais tout ça devient, la différence devient un peu plus floue. Le résultat, c'est pas tellement de savoir que c'est l'État qui finance un peu moins, mais c'est que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une véritable politique culturelle. La politique culturelle, elle se fait alors là au bon vouloir des entreprises, de chacun, etc. Et il n'y a plus une véritable vision de promotion de certains arts, de certains artistes, etc. C'est ça le fond du problème. C'est moins une question d'argent qu'une question d'orientation et de promotion. Parce que, et évidemment... de liberté de création. Parce que tout à coup, plus il y a d'argent investi par des compagnies privées dans des lieux culturels, plus inéluctablement, ils vont vouloir assurer un contrôle, ils vont faire partie des conseils d'administration. Alors, c'est une façon aussi de bien cloisonner aussi la création. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, hein, en grande partie. Ça commence ici, au Québec aussi, ça commence tranquillement comme ça. En même temps, s'il n'y avait pas eu de mécénat au Québec, il n'y aurait pas l'Opéra de Montréal, il n'y aurait pas le Musée des Beaux-Arts. Parce que il y a certains qui se rachètent. Il y a certaines fondations qui se rachètent. Alors, est-ce que c'est bien ou mal des conduites? Je pense à la Fondation Total qui annonce là qu'elle va soutenir les talents émergents des pays émergents, donc avec le Palais de Tokyo. Il y a des artistes méconnus de la création sud-est asiatique, Joe Tang et Chan Haye. Comme par hasard, ils ont fait un travail en Birmanie, Fondation Total, la Birmanie, ça a quand même été attaqué. Alors parfois, on a l'impression qu'effectivement, ces fondations se rachètent une conduite. Mais si c'est pour mettre en avant certains artistes, pourquoi pas? C'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une interférence? Est-ce que jusqu'où va la liberté artistique? C'est vrai que là, ça devient un peu nébuleux, je ne sais pas. Et personne n'est peut-être là pour le mettre le haut là. Et parfois, il y a certains artistes qui se rebellent contre ceux qui les ont soutenus. Donc c'est vrai que c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser la politique culturelle des États. Hein. Elle est aussi parfois le résultat d'influence occulte. Mais au moins, on peut la discuter.
et on peut en débattre. Hein. C'est ça la question. En tout cas, chez nous, visiblement, au point de vue gouvernemental, ce n'est plus une priorité. Qu'on arrête de me dire on n'a plus d'argent. C'est pas qu'on n'a plus d'argent, c'est qu'on veut plus le mettre là. On veut le mettre ailleurs maintenant. Et on l'a dilapidé de façon tellement honteuse que tout à coup, on nous dit, il n'y a plus d'argent pour la culture. Puis là, mais moi, je fais, non, racontez-moi d'autres choses. Vous ne voulez plus en investir dans la culture parce que vous considérez que ce n'est pas rentable. Je voudrais dire un petit point, par exemple, sur la situation en France, qui est quand même assez caractéristique. C'est vrai que, disons que si on fait simple, puisque nous sommes chez Jacques Lang ici, jusqu'à Mitterrand et Lang, il y avait à la fois énormément de capitaux donnés par l'État pour qu'il y ait une politique culturelle et un type qui était, pour bien le dire, assez malin, assez génial, qui a tout à fait interprété ce truc-là. Depuis aujourd'hui, le pouvoir culturel appartient aux mécènes privés et l'État ne vient que inaugurer les rubans. C'est le cas de François Hollande à la Fondation Vuitton. C'est très clair, c'est très clair. C'est l'exemple manifeste. C'est l'exemple manifeste. Il n'est là que pour approuver ce qui a été fait, mais qu'ils ne font plus. Alors là, ils sont beaucoup battus. J'étais très étonné d'apprendre que sur l'ensemble du mécénat au Québec, il n'y a seulement que 3 des dons de mécènes qui vont à la culture. Le premier poste qui bénéficie du mécénat, c'est encore le culte. Au Québec, c'est encore le culte. Donc, c'est encore l'Église, ensuite la santé, ensuite l'éducation. Et quatrièmement, la culture, à 3 de l'ensemble du mécénat. Est-ce que vous avez une loi du mécénat aussi? Parce que nous, il y a une loi de défiscalisation qui a aussi incité les grandes entreprises. Pour favoriser mais la loi en France, elle a été faite par le groupe... Enfin, elle a été initiée par l'un Dominique Perrin, qui était le patron de quartier, juste en 81, parce que Jacques Attali voulait c'est une histoire totalement stupéfiante à la française. Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, je ne sais pas ce qu'il leur a pris à cette époque-là, ils ont voulu nationaliser Cartier. Donc, ils sont allés voir Perrin, qui était le patron de Cartier, ils ont dit on va vous nationaliser. Et c'est dans les livres d'histoire maintenant tout ça. Et Perrin leur a répondu mais non, vous ne pouvez pas nous nationaliser, on est une société de droit suisse. Parce qu'ils croyaient que Cartier était français, alors que c'était déjà une société de droit suisse. Du coup, pour rentrer dans les bonnes, comment peut-on dire, dans les bons papiers de la gauche, ils ont fabriqué la Fondation Cartier, boulevard Raspail, qui existe depuis 30 ans, et qui est devenue, disons, la façade honorable d'une société suisse qui porte un nom apparemment français, mais que la gauche n'a pas pu nationaliser. Mais pour rendre le pouvoir aux gens, il y a aussi quand même une troisième voie émergente, qui est celle de ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif sur des plateformes Internet. Une des formules les plus connues, c'est une plateforme française qui s'appelle notamment Kiss Kiss, Bang Bang ou Bang Bang, comme on veut, qui peut permettre donc de financer, mais parfois de tout petits projets. C'est des projets de moins grande envergure, mais au moins il y a une participation citoyenne et ce ne sont pas seulement des technocrates étatiques ou, je les caricature, ou des capitalistes qui décident, mais c'est aussi des gens qui ont envie de soutenir un projet de bande dessinée, un film, voire aussi un reportage. Tout ça a été créé parce que l'État s'est désinvesti. Voilà. Oui, mais vous ne trouvez pas ça curieux que le Louvre lance une campagne tous mécènes et que ça soit à nous, personnalités lambda, de subventionner une œuvre pour que le musée achète une œuvre? On peut se dire que c'est bien que le... Mais c'est quand même aussi un appel au mécénat de tout le monde. Ce n'est pas un groupe d'étudiants dans une école d'art qui a envie de lancer leur propre exposition ou de créer un film et qui ont besoin d'argent et qui font appel aux internautes. Ça me paraît être, non pas la solution, parce que je ne crois pas que la solution, là, avec un grand L, existe, mais ça me paraît quand même essayer de rendre, peut-être pas à l'ensemble des citoyens, mais à des citoyens qui ont envie de soutenir... Vous parlez du crowdfunding, là? Oui, je parle pardonnez-moi, mais le problème du crowdfunding, c'est que effectivement, tout le monde connaît ma major compagnie. Voilà, exactement. C'est du financement minuscule pour des projets modestes. C'est du micro. C'est-à-dire qu'avec ça, vous faites un disque. Vous faites un disque avec 50 000 euros, mais avec 50 000 euros, vous n'achetez pas le quart du 25e d'un tableau, par exemple, que les musées ne peuvent plus acheter. Vous ne pouvez pas créer les bâtiments que les musées. Ça ne remplacera pas, en effet, ce que vous dites. Non, la politique culturelle. Mais le danger, justement, c'est qu'on se cache derrière, c'est de dire... Alors, c'est très bien qu'on puisse financer des projets comme ça, voilà. Mais le danger, ça va être de dire, non, mais finalement, on va laisser ça, on se débrouille, il y a des microfinancements, et puis on se débarrasse du reste. Et moi, ça me pose une question fondamentale qui dépasse l'art quand je vous entends discuter. Et on commence aussi à voir ça en Suisse, même si c'est moins patent. C'est de me dire, mais nom de Zeus, on a construit les autoroutes, on a construit les musées, on a construit les bâtiments des écoles, tout ce que vous voulez pendant la première moitié, voire un peu plus du XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a de l'argent pour rien. Oui.
Alors qu'on ne bosse pas moins, il y a plus d'argent, il y a plus de... Il est où cet argent? Pourquoi aujourd'hui on est... Il est où cet argent? La question suisse. Il n'est pas planqué en Suisse. Mais non, diantre. C'est vrai qu'il y a une sorte de curiosité qui vient de s'exprimer. Vous le savez très bien, pour les États, où est cet argent? En grande partie dans le remboursement de la dette. Point. Voilà. Et dans les poches des amis du pouvoir. Puis, voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais mais c'est ça quand même. Il est beaucoup dans le renversement de la dette. Non, on est dévalisé. Donc nous allons découvrir les tweets, je mets mes lunettes, qui sont consacrés à ce sujet ô combien passionnant. Le premier tweet nous vient d'Aurélie Vidaillac à propos de la ville de Reims, qui veut sauver le cahier bleu de Georges Bataille par le financement participatif, donc méthode évoquée tout à l'heure par Alain. En effet, la ville lance une souscription pour acquérir un manuscrit de Georges Bataille, témoignant du martyre de la cathédrale de Reims en 1916, car visiblement la mairie n'y suffit pas. Le second tweet, c'est de Pauline Tonnier, chargée du mécénat à Radio France, qui nous informe que My Major Company, le site de financement participatif, invite les internautes à sauver le patrimoine en permettant la restauration de 4 monuments, le Panthéon, le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne et le domaine national de Saint-Cloud. Et on termine par un tweet du site d'actualité marseillais Mars Actu, qui nous informe que le musée Réatou d'Arles lance une campagne de financement participatif afin de restaurer une œuvre qui pourra ainsi être présentée au public en 2017. Vos tweets, évidemment, nous intéressent. Et participer surtout au site internet de TV5 Monde, ça nous fait extraordinairement plaisir. Il y a dans ce registre justement des économies, des réflexions croisées entre un monde classique et les initiatives privées qui viennent du monde anglo-saxon, quelque chose qui se répand de plus en plus, c'est la fameuse masterclass. Nous allons voir ça dans un instant. Évidemment, juste après avoir découvert le zapping culturel de l'émission que vous retrouvez et que vous aimez comme toutes les semaines. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? C'était super, très très bien. Les spectateurs le disent, impossible de résister à la cocasserie de ce réveillon improvisé à la permanence de SOS Détresse Amitié. On se laisse d'autant plus embarquer que Pierre Palmade a gommé la noirceur de la mise en scène initiale pour laisser plus de place à la tendresse. Dis-moi ce que tu offres, je te dirai qui tu es. Le Louvre, 10 millions de visiteurs annuels, 38 000 œuvres exposées et aussi une boutique qui tourne à plein régime. Pendant le mois qui précède Noël, les ateliers des musées nationaux réalisent un tiers de leur chiffre d'affaires annuel. Au musée d'Orsay, en quelques jours, on a déjà récolté près de 114 000 € pour restaurer le tableau de Courbet. L'appel à la générosité du public, c'est une tendance qui se développe de plus en plus. Roland Gillon n'en revient pas. Sa collection unique d'art nouveau, dont il a fait don au musée Fin de siècle, est menacée par le projet de fermeture de ce musée. Il apprend par la presse que le secrétaire d'État en fonction décide d'éliminer ce musée Fin de siècle sans en parler, sans l'appeler, sans dialoguer. C'est peut-être un peu léger. Un Noël pure laine tricoté par des artistes saguenayens. La 12e édition de décembre de Québécissime réunit sur scène 13 chanteurs, 8 danseurs et 4 musiciens. Le papa, le papi, le pavot, le papu, le Père Noël, c'est québécois! Tous ceux qui sont ici vous le diront, le plus du vinyle, c'est sa couleur musicale, mais c'est aussi un objet à manipuler. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'un CD ou mettre une clé USB sur son PC. Même si le folklore est important, j'en viens, je suis griot. Je voulais montrer une autre façon de voir l'Afrique, parce que l'Afrique a changé. Il a remporté le Bayard d'Or, le prix du meilleur film au FIF de Namur. Le cinéaste Abderrahmane Sissako montre la résistance des habitants face à ces extrémistes religieux. Vous entendez ça? Nous sommes sauvés! Tous les êtres magiques sont reliés à la Selkie. Vas-y, jeune Selkie, chante! Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. La famille Bélier, c'est l'histoire d'une famille différente. Car tout le monde y est sourd sauf la fille, qui à 16 ans, sert d'interprète à ses parents, fabricants de fromage. Qu'est-ce qu'elle a, la dame?
Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Quand j'ai lu le scénario, il m'a parlé directement. Je trouvais qu'il n'y avait pas une volonté de faire rire au premier plan. Il y avait une vraie histoire. Films d'auteur et films populaires ne font pas toujours bon ménage, ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est l'image que le public se fait du cinéma suisse. On a l'idée de Godard et du film très lent, très suisse. L'idée qu'en effet le cinéma suisse, il est un peu lent et puis il est un peu vieux, est une image très romande. Et aujourd'hui, je crois que cette image est en train de changer. Comme en Suisse, lentement mais sûrement. Dans la sphère culturelle, multiplication de ce que nous appelons les masterclass, ça existe depuis très longtemps dans le domaine de la musique classique, où les grands interprètes justement s'adressaient aux plus jeunes interprètes pour leur donner la possibilité d'accéder à la qualité supérieure en dehors des concours et du conservatoire. Ça s'est développé dans le monde de la littérature, ça s'est développé dans le monde du cinéma, ça se développe dans le monde du théâtre. Pour savoir si c'est l'avenir d'une certaine forme de culture que d'écouter au fond les maîtres, comme on les écoutait à l'université, voici un exemple bien concret. Renaud Capuçon est un de nos meilleurs instrumentistes classiques. Il est violoniste et ici même à l'Institut du monde arabe, le 7 décembre dernier, il a officié masterclass. Celui-là, il est super. Le premier, il est un tout petit peu AA. Dans Masterclass, il y a Master. Et le maître, cette fois-ci, c'est Renaud Capuçon. Le violoniste a 2 jours et demi pour faire progresser 4 jeunes artistes marocains. C'est beaucoup plus qu'un cours de violon. Une masterclass, c'est un cours de vie, c'est un cours d'apprendre à gérer son corps, à être décontracté. On ne peut rien faire si on est tendu. Quand on joue, quand on est sur scène, on raconte une histoire. On n'est pas là simplement pour jouer des notes. Autrement, ça serait très vite assez rébarbatif. Juste, fais attention. Le premier était un peu trop tard, mais après, c'était bien. C'est surtout une autre façon d'enseigner et d'apprendre. C'est intéressant d'avoir un autre point de vue que celui de son prof qu'on voit toutes les semaines. À moi, ou enfin, la personne qui donne le cours, d'être assez, entre guillemets, fin pour dire les choses avec forme. Ça a un autre impact on y pense autrement en fait. Il y a le regard, l'écoute du maître, mais pas seulement. Le concept de masterclass, c'est d'ouvrir les séances au grand public. C'est très stressant, parce qu'il faut qu'on écoute ce qu'il nous dit et qu'on le fasse devant un public. Donc ils sont analysés, c'est comme si on allait chez le psychanalyste et qu'il y a un public, d'une certaine façon. C'est presque ça. Ça va pas aller. Et donc tu te mets à jouer plus vite. Comme si un cheval, tu sais, s'emballe un peu. Une thérapie de choc, tous les défauts sont analysés, décryptés, une leçon de musique pour les élèves, mais aussi pour leurs professeurs. On a une sorte de petite boîte qui s'ouvre, qu'on avait complètement oubliée, et en voyant le défaut d'un élève, on se rappelle de ce qu'un prof nous a dit, alors que si on n'avait pas eu cet élève avec ce défaut, peut-être qu'on aurait omis pendant plusieurs années encore cette boîte qui va s'ouvrir. L'effet miroir est encore plus marquant quand Renaud Capuçon répète devant ses disciples. Tous vont jouer sur la même scène, l'espace d'1 heure, le temps d'un concert. Il n'y aura plus de maître ni d'élèves, juste des musiciens. Voilà, donc masterclass de Renaud Capuçon ici même à l'Institut du monde arabe. Est-ce que ça vous intéresse à titre personnel, par exemple? Oui, je trouve ça vraiment très intéressant et je crois que ça correspond vraiment à un besoin qu'ont les gens actuellement d'approfondir les choses, je dirais de manière théorique, mais avec de vraies personnes impliquées dans les arts, les sciences, la culture, le savoir en général. C'est un peu le contre-pied d'Internet où tout se fait... Oui, c'est rassurant en fait. Oui, c'est tout à fait autrement. Comme si on avait besoin, au moment où toute l'information circule de façon un peu abstraite ou virtuelle, on avait un besoin renforcé d'être en contact directement avec les gens, avec les vrais. Mais bien sûr, on n'a rien inventé en fait, c'est depuis toujours. Je dirais, on a toujours fonctionné avec des maîtres depuis la nuit des temps. Mais est-ce qu'il y a des masterclass partout au Québec qui vous passionnent? Je suis tanné de dire la même chose, mais chez nous aussi, ça existe, les masterclass. Non, mais alors, oui, phénomène existe, généralisé en France, pas tellement. Non, mais ça existe de plus en plus. En fait, plusieurs associations professionnelles, syndicales, de différents métiers offrent des masterclass. Je pense aussi que c'est une espèce de réaction à... Chez nous, au Québec, on a eu de multiples réformes pédagogiques. Je veux dire, mon fils a 22 ans, il a appris les mathématiques d'une façon que je ne comprends absolument pas. Il y a eu comme des réformes pédagogiques qui ont altéré un peu
une forme de transmission du savoir qui pourtant est si simple, celle d'un maître qui communique son savoir à quelqu'un. Puis il y a, comme tu disais, une espèce de retour dans cette jungle d'informations, d'un besoin de retourner à simplement un maître qui te dit « Mais voici mon expérience, et puis voilà, tire-en profit toi aussi. » Et qui accepte de se remettre en question aussi. Absolument. Parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un lieu de réflexion aussi et d'échange. Oui. C'est sûr que moi j'ai enseigné pendant de nombreuses années, lorsqu'on enseigne, on est obligé de réfléchir sur sa pratique évidemment. Pour pouvoir mieux le communiquer. Alors c'est aussi un lieu de réflexion. C'est un enrichissement personnel. C'est drôle parce que Jean-Guillaume Terrasse, qui est violoncelliste, lui aussi fait des masterclass et il m'expliquait qu'en tant que pédagogue, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un échange avec les jeunes qui sont là pour effectivement apprendre, mais aussi avec le public. Donc c'est un regard qui se fait à trois et qu'on apprend beaucoup plus de choses que même pour lui. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, forcément. Puis c'est vrai qu'en Suisse, ça fait des années que ça se pratique, notamment à Montreux. Claude Nobs avait instauré ça déjà dans les années 70. Ils appelaient ça non pas des masterclass, mais des workshops, en mauvais français, des ateliers. Mais voilà, il y avait ces échanges qui existaient évidemment dans les conservatoires de musique classique, ça existe depuis bien plus longtemps. C'est le cas en théâtre, c'est le cas partout. Et même dans d'autres professions, en architecture ou autres, on invite des stars et on partage, bien sûr. Avec, alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, le danger que je vois à cela, et notamment pour la musique, j'ai moins d'informations pour le reste, c'est le retour que j'ai d'une bonne partie de jeunes musiciens, c'est de dire aujourd'hui la difficulté qu'on a, l'apprentissage, il se fait quand même dans le partage, sur scène, pas juste avec un grand maître. Et aujourd'hui, la difficulté qu'il y a chez beaucoup de jeunes musiciens, c'est simplement d'avoir la possibilité de jouer sur des scènes hors festival. Des festivals, il y en a pléthore. Par contre, des salles qui engagent des groupes pour jouer, ça devient de plus en plus compliqué. Et je discutais de ça il n'y a pas si longtemps avec le fameux guitariste légendaire américain Lee Ritenour, on le prononce comme on veut, musicien de studio, enfin qui a fait un nombre de disques invraisemblable. Et il me disait effectivement, il y a aujourd'hui, parce qu'il y a une scolarisation des métiers de la musique, qui fait qu'on a des formidables techniciens, mais qui ne sont pas très doués dans l'expression propre, parce qu'ils n'ont pas leur propre langage, parce qu'on leur a tellement transmis une sorte d'autorité artistique qu'ils en ont oublié un petit peu la leur. Et puis, il y a le danger d'Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'apprendre la musique et de jouer de la musique tout seul dans sa chambre, puis tout d'un coup, quand on se retrouve sur scène, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir un public face à soi. Alors, il y a ce danger-là, c'est-à-dire qu'en multipliant le partage d'expériences venant du haut, et en ne mobilisant pas suffisamment la possibilité de jouer avec la base, on a tendance des fois à perdre ou à la possibilité de créer son langage propre. Et ça, c'est un danger, en tout cas en musique et en Suisse, qui est vraiment, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais qui est vraiment existant. Alain. Oui, mais je suis d'accord. Merci alors. Pas grand-chose à ajouter. Non, mais j'ai l'impression tout d'un coup d'avoir vécu une sorte de Ionesco. J'écoutais Michel, subjugué comme d'habitude. Et c'est vrai que on refait un peu du neuf avec du vieux et qu'on c'est le rapport du maître avec l'élève. Les séminaires, les ateliers. Il y a aussi un danger, cela dit, c'est un peu à la mode. Marchandisation des masterclass aussi, cela dit. Moi, j'ai assisté à quelques masterclass qui m'ont profondément déçu parce que c'était plutôt qu'une transmission d'un certain savoir, c'était un peu spectaculaire. Voilà. C'était quelqu'un qui me racontait l'histoire de sa vie. J'en avais rien à cirer, en fait, de l'histoire de sa vie. Fait qu'il y a aussi une récupération de ce mouvement-là pour essayer de faire des espèces de conférences-spectacles qui sont comme des outils promotionnels pour la personne. Ça aussi, il faut savoir différencier entre un vrai masterclass et... Pardon? Il y a même des masterclass qui sont payants, des grands metteurs en scène américains. Absolument, il y en a qui sont payants. Je pense que ça dépend vraiment à qui ça s'adresse. Quand vous faites une masterclass qui est destinée à des étudiants, donc le gars qui vient la présenter, même si c'est une star, il a préparé son boulot, puis il arrive pour transmettre quelque chose. Quand vous faites une masterclass qui est un peu publique comme ça, c'est un peu du show-off, on va faire une sorte de conférence, et puis si on vient en tant que technicien qui s'attend à quelque chose, on peut être déçu. Oui, peut-être que c'est plus pour les cinéphiles, mais je ne suis pas totalement d'accord. Pour avoir assisté à plusieurs masterclass, notamment à Locarno ou à la Cinémathèque, je me souviens d'une avec Tim Burton. Certes, il faisait du show parce que c'était Tim Burton, mais c'était quand même très intéressant parce qu'il y avait une promiscuité, non, je dirais pas ça, une intimité. Et ce qui fait qu'une proximité, qui fait que c'était intéressant. Et parfois, ça peut être assez drôle. Là où je notais qu'au dernier Festival européen du film fantastique, vous avez le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse qui vous dit qu'il adore dans Chantons sous la pluie. Exactement. Et qu'il aime les films d'Antonioni. Et là, ça vous permet quand même de découvrir autrement. Ah bon, quelle était l'influence? Et je trouve que parfois, ça peut permettre. Alors, peut-être que ça devient de plus en plus formaté, et c'est dommage. Mais de temps en temps, il y a des petits moments de grâce comme ça où le réalisateur raconte un peu et sa vie et ses inspirations. Et quand on aime ce réalisateur, ça fait. Enfin, moi, je soulève seulement que dans tout ce qui se crée, il y a toujours le danger que ça soit récupéré constamment pour faire des sous. On vit dans ce monde-là. Moi, je constate ça. C'est incroyable. Oui.
Le grand intérêt pour moi de ce genre de choses, c'est que la médiation culturelle aujourd'hui passe quand même par la télévision, la radio et les médias. Et les gens qui ont envie de ça, ils sont obligés de passer par Libération pour savoir ce qu'il faut penser de Xavier Dolan, par exemple. Tandis que c'est vrai que s'ils ont l'occasion, comme grand fan ou grand ennemi, tout ce qu'on veut de Xavier Dolan, d'aller discuter avec lui via un masterclass, ça instaure un climat ou une façon de percevoir les choses qui sont quand même bien différents que de passer par la conception d'un journaliste qui vous parle de... D'ailleurs, quand il est passé à Paris, sa masterclass a été... couru, absolument. Alors, tout le monde voulait écouter Xavier Dolan, comme quoi, vraiment, c'est vraiment le cinéaste québécois que la France adore. Il était déjà ovationné. Exactement. Comme ça, c'est le fan club. C'est l'autre défaut. C'est l'autre dérive. C'est un peu l'idée du masterclass. L'idée de la masterclass, au départ, c'était vraiment la transmission d'un maître à l'élève. C'est pas la connaissance du maître. C'est parce que ça venait beaucoup de la musique classique. Beaucoup de la musique classique ou des danseurs, comme ils sont obligés pour des raisons physiques d'arrêter très tôt, la voix ne passe plus et les danseurs à 40 ans c'est terminé, donc leur expérience passait par les masterclass et maintenant ça a été récupéré un peu par le showbiz mondial, un peu partout. Alors, c'est le début. Alors, on va lire ces tweets. Tweet de Pauline Legal, journaliste culture au Figaro, qui nous parle de la masterclass du réalisateur Xavier Dolan. Il a parlé avec humour et humilité de ses films, de son cinéma, de ses actrices, d'électroménager. Très chouette masterclass. Et en voici encore un de ma cigale blogueuse qui a vu Renaud Capuçon dans le cadre du Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Pour elle, c'est une graine de virtuose. Pour nous, c'est plutôt un virtuose qui a déjà bien poussé. Effectivement, c'est un violoniste reconnu dans le monde entier. Le site internet, vous le connaissez, et vos tweets, bien évidemment, vous participez à la vie de cette émission. Sans vous, nous ne serions rien. Nous ne serions rien, donc 200 millions de critiques. Terminons par les coups de cœur. Un grand coup de cœur que j'ai, c'est une revue qui s'appelle Nouveau Projet au Québec, qui est une nouvelle revue qui a été créée par la génération des trentenaires, en fait, qui ont un regard absolument singulier sur la culture, sur le monde dans lequel on vit. Et ils ont aussi fondé une maison d'édition qui s'appelle Atelier 10, qui ont publié 6 petits livres maintenant. C'est des petites plaquettes tout petites, mais sur des sujets d'actualité. Roméo Bouchard, un homme que je vénère, un homme de 78 ans au Québec, qui est un grand activiste et un grand intellectuel et en même temps un paysan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Constituer le Québec » sur la réforme des institutions politiques totales. Fanny Britt, que je vénère, qui est une dramaturge. J'avais déjà vénéré 2. Je vénère beaucoup de gens, moi. Vous avez raison. Mais attendez, l'exercice d'admiration est le meilleur des exercices critiques. J'espère bien, absolument. Alors, c'est ça, nouveau projet, Atelier 10, allez voir ça. Ils ont des sites Internet. Atelier 10, la maison d'édition et la revue Nouveau Projet. Nous allons regarder. Et je salue Mathieu Dugal qui a pavé la voie avant moi et puis qui m'a permis de vous rencontrer. Précisons qu'il n'est pas mort, mais que... Non, absolument. Moi, je suis un accident de parcours. Hein. C'est ça. C'est à ça qu'on reconnaît le comédien, c'est qu'il est quand même légèrement cabotin quand la fin arrive. Je suis un accident de parcours, je m'en vais. Je m'en vais, mais je reviendrai bien la semaine prochaine. Enfin, vous êtes libre. Alain. Petite ration de baroque, il n'y a que moi qui en parle de toute façon, alors je peux de temps en temps. 2 disques cette fois-ci, In Felix Ego, la messe à Saint-Voix et les motets de William Byrd par un ensemble belge dirigé par Philippe Herweg. L'ensemble s'appelle le Collegium Vocal et je le conseille vraiment. Alors, pas tout à fait de saison, mais ça vient de sortir aussi. Miserere, Le Son de Ténèbres, deux compositeurs français, Clérambault et Couperin, c'est Vincent Dumestre et le poème harmonique. Et moi, je ne vous montre pas les supports physiques. En revanche, sur mes profils Spotify et Deezer, il y a des listes qui s'appellent 200 millions de critiques, 200 MDC, comme le hashtag. Et vous retrouvez maintenant tous les disques et les morceaux dont on parle ici pendant l'émission. Voilà. C'est un consciencieux, ce Germache. Et nous sommes ravis de l'avoir, évidemment, toutes les semaines. Je vous rappelle que vous allez nous retrouver, toute cette joyeuse bande. Donc, au début de l'année 2015, donc dans la première dizaine de jours du mois de janvier. Ma chère Estelle. Alors, 2 coups de cœur, Jean-Guillaume Queyras. Ils ont tous, oui, Estelle, je vais la quitter, je suis là, mon Dieu. Ne faites pas votre Christian, vous avez un petit côté cabotin, vous aussi. Donc, Jean-Guillaume Queyras, violoncelliste, qui est né au Québec, mais qui est français, et ses intégrales de Beethoven. C'est notre productrice Isabelle Siri qui m'a fait découvrir cet excellent
instrumentiste. Et enfin, un coup de cœur aussi pour une Québécoise. Elle s'appelle Frédérique Marseille, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Elle a lancé un site que je trouve absolument génial, c'est artbangbang.com. Et en fait, elle propose de partager les œuvres d'art. C'est-à-dire qu'elle propose à tous les artistes qui ont des œuvres d'art chez eux, et ben, de les partager. Donc on peut louer, on peut les prêter. Et en fait, la seule contrepartie, c'est de prendre en photo les œuvres d'art que vous exposez grâce à ce site et de les mettre sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est quand même assez génial. Elle dit l'art vit quand il est vu. Je trouve que c'est un excellent slogan. Donc Frédéric Marseille, j'espère qu'on en reparlera, parce que c'est vraiment une façon de partager les œuvres d'art. Et c'est une excellente idée. Et en plus, voilà, pas trop... Partageons. Bien, comme je lutte contre l'inflation, vous avez chacun amené 2 coups de cœur. La prochaine fois, ce sera 3, voire 4. Je n'en ai qu'un. marcpernou.com. C'est un formidable pianiste, plein de technicité, mais en même temps qui n'a jamais abandonné, perdu la mélodie et le lyrisme dans son approche musicale. Très bien. Donc foncez, écoutez sur son site, vous pouvez découvrir évidemment qui il est, tous les disques qu'il a fait, écouter certaines choses, et puis sa musique se trouve en streaming, marcpernou.com. Merci beaucoup, et moi je vous recommande tout simplement l'exposition Kunz à Beaubourg pour une raison extrêmement simple, c'est qu'elle pose un problème politique, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il a été exposé à Versailles, il est exposé maintenant à Beaubourg. Est-ce que les institutions françaises doivent donner tant d'importance à un artiste américain alors que les artistes patientent? Ça, c'est l'aspect polémique. Après, pour l'aspect de la réalité de ce que représente Kunz aujourd'hui dans le monde de l'art, plutôt que de donner des leçons à tout le monde, je pense qu'il faut aller voir pour se rendre compte, car une grande partie de l'œuvre de Kunz, en fait, les gens ne la connaissent pas, à part le fameux chœur que tout le monde connaît, ou alors le ballon de dog, etc., etc. L'œuvre de Kunz, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est à voir, puisque vous allez voir cette intégralité, donc... à Beaubourg, au Centre Pompidou. Il y a d'ailleurs une grande exposition, je crois, en Suisse, chez Beyeler, et des grandes expositions donc en Allemagne. Bref, c'est un sujet à la fois de polémique et d'intérêt pour tout le monde d'aller voir ça. Je suis ravi de vous avoir vu. Au fond, c'est une césure entre nous et vous, puisque 200 millions de critiques, c'est vous. Et nous, puisque nous avons démarré cette émission au mois de septembre, nous allons prendre quelques jours de repos ô combien nécessaire. Nous allons tous, évidemment, au Québec, dans la cabane de notre camarade, évidemment, nous allons tester la peau d'ours. D'ailleurs, il va y avoir des photos sur le site de 200 millions, je vais publier des photos de la maison et tout. Voilà. En fait, Et nous reviendrons donc congelés mais heureux. Ciao.